Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu plus tardive que ce que j'avais prévu, mais elle m'a demandé un peu plus de travail. Alors sans plus tarder, on va s'y atteler. Voici donc la vidéo sur les débuts du projet européen. Alors ça ne vous aura pas échappé, j'ai choisi de faire cette vidéo dans un décor un peu différent aujourd'hui. Nous sommes donc dans mon salon, bienvenue à tous. Et pourquoi ce décor? Eh bien c'est parce que vous trouvez en arrière-plan ceci, qui est le drapeau de la Lettonie. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on s'en fiche de la Lettonie? Eh bien non, dans le cadre du projet européen, on ne s'en fiche pas. La Lettonie, c'est une république d'Europe de l'Est qui est située au bord de la mer Baltique. C'est donc un des 3 pays baltes, comme l'Estonie ou la Lituanie avec elle. Et la Lettonie, jusqu'en 1991, faisait partie de l'Union soviétique. C'était une des républiques socialistes soviétiques. Donc pas une démocratie populaire comme l'était la Pologne ou la Roumanie, qui étaient des alliés de l'Union soviétique, mais directement une partie de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, c'est un État membre de ce qu'on appelle l'Union européenne. Alors ça nous montre plusieurs choses, au premier rang desquelles le rôle important de l'Union européenne depuis sa fondation à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Ce rôle, il est déterminant dans ce qu'on appelle ce monde après 1945, qui est le thème d'histoire que nous étudions aujourd'hui. On voit que l'expansion de cette Union européenne a atteint jusqu'aux anciens pays de l'Union soviétique. Alors cela dit, il faut s'intéresser déjà à ce que c'est qu'aujourd'hui cette Union européenne. Donc c'est une association d'États. Et là, on va déjà faire une première distinction entre ce qu'est le continent européen et ce qu'est l'Union européenne. Parce qu'il s'agit bien de deux choses différentes, qu'on appelle habituellement toutes les deux l'Europe, mais ce n'est pas la même chose. Le continent européen, c'est l'ensemble des terres émergées, c'est-à-dire des terres qui sont hors de l'eau, qu'on retrouve délimitées au sud par la mer Méditerranée, à l'ouest par l'océan Atlantique, au nord par la mer du Nord et le cercle polaire, et à l'est par les montagnes de l'Oural en Russie. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le continent européen. L'Union européenne, maintenant, c'est une association d'États sur ce continent européen, c'est-à-dire un ensemble de pays qui se sont unis dans une organisation qu'on a appelée supranationale, c'est-à-dire qui se situe au-dessus des pays et qui, non pas les dirige, mais les unit. Alors, ça veut dire qu'il y a certains principes qui sont appliqués par tous les États membres de cette Union européenne. Notamment le principe démocratique. Chaque État membre de l'Union européenne doit être une démocratie, qu'elle soit une république comme la France ou une monarchie comme la Belgique ou les Pays-Bas. D'autres principes sont bien la liberté de pensée, liberté d'opinion, liberté d'expression qui sont appliqués dans tous les États membres. On a aussi des principes économiques qui doivent être appliqués. Alors là, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails, mais on a par exemple la règle d'or budgétaire qui stipule en clair et rapidement que tous les États européens doivent avoir un certain sérieux quant à la gestion de leur budget. Ils ne peuvent pas dépenser sans compter, comme on pourrait le dire. Bien, alors ça nous place un petit peu une définition de ce qu'est cette Union européenne. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment elle est née. Et pour ça, il faut remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, nous nous situons en 1946, après la fin de la guerre, et Winston Churchill, Premier ministre britannique, prononce un discours à Zurich. Zurich, donc en Suisse. Ce discours, voilà, vous le voyez s'afficher devant vous, il stipule en clair que Churchill demande la création d'États-Unis d'Europe. Une fédération au niveau européen, une fédération d'États au niveau européen, pour éviter plus de guerres sur le continent européen. Alors ce message adressé à Churchill aux différents États européens, il va avoir beaucoup de résonance, c'est-à-dire que beaucoup vont le faire leur. Beaucoup de hautes personnalités dans les différents pays d'Europe. Et je pense ici notamment à ceux qu'on appelle les pères de l'Europe. Alors les pères de l'Europe, qui sont-ils? C'est une série de personnalités qui vient de différents pays d'Europe de l'Ouest principalement, et qui ont participé à la fondation des premières communautés économiques européennes. Je prends ici plusieurs exemples, sans les lister forcément tous, mais on a par exemple Paul-Henri Spaak, qui est le futur Premier ministre belge, Konrad Adenauer, futur chancelier de la République fédérale d'Allemagne,
Robert Schuman, sur lequel on va revenir, ministre des Affaires étrangères français, ou encore Jean Monnet, haut fonctionnaire français qui deviendra plus tard président de la Communauté économique européenne, etc. Donc voilà, on a un ensemble de personnalités politiques de premier plan qui vont entendre le discours de Churchill et tenter de le mettre en œuvre, de créer ces fameux États-Unis d'Europe. On en arrive à l'année 1950. Et Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, prononce un célèbre discours qu'on appelle aujourd'hui la déclaration Schuman, dans lequel il annonce que doit être créée une communauté européenne du charbon et de l'acier entre la France et l'Allemagne. Alors cette communauté européenne du charbon et de l'acier, de quoi s'agit-il? Eh bien c'est le premier pas vers une Union européenne. Pour Robert Schuman et ceux qui sont d'accord avec lui, il y a un principe à suivre ici si on veut atteindre le but de créer une fédération d'États au niveau européen. Il faut fonctionner selon ce qu'on appelle une politique des petits pas. On va créer différents niveaux d'association, d'unité, pour pouvoir avoir à la fin quelque chose de solide. Mais on ne peut pas, du jour au lendemain, demander à tous les États européens de mettre en commun leur économie, leur armée, de mettre fin aux frontières. Tout cela est impossible et trop gros au départ. Donc il faut commencer par quelque chose. Et pour Robert Schuman, il s'agit de la question des ressources. Il s'agit d'unifier la France et l'Allemagne autour de deux ressources essentielles que sont le charbon et l'acier. Alors pourquoi ces deux-là? Bien, elles sont le cœur du fonctionnement industriel des pays d'Europe de l'Ouest. Le charbon et l'acier sont les deux principales ressources utilisées dans toute industrie à la fois militaire mais aussi minière et dans plein d'autres domaines. Donc il s'agit de quelque chose de tout à fait déterminant ici. Mettre en commun les ressources et la gestion de ces ressources, ça permet aussi d'avoir un développement économique commun et donc de rendre les deux pays dépendants l'un de l'autre, ce qu'on appelle l'interdépendance entre deux nations. À partir de là, cela mettra fin forcément aux guerres entre la France et l'Allemagne, puisque dans cette déclaration, dont vous voyez ici le texte s'afficher, Robert Schuman parle bien d'une opposition séculaire entre la France et l'Allemagne. Alors pour rappel, on est ici en 1950. Quand Robert Schuman parle d'une opposition séculaire entre la France et l'Allemagne, il parle d'une série de conflits qui ont opposé ces deux pays depuis près d'un siècle. Alors, on va simplement ici citer les trois plus marquants. La guerre de 1870 qui oppose le Second Empire français à l'Empire d'Allemagne. Conflit perdu par la France, par le Second Empire, Napoléon III est fait captif à Sedan, Paris est assiégé et au final la France perd l'Alsace et la Moselle. En 1914, on a évidemment la Première Guerre mondiale et en 1940, la Seconde Guerre mondiale éclate. Donc vous avez ici trois conflits majeurs, trois des conflits les plus importants de ces deux derniers siècles qui ont eu lieu entre la France et l'Allemagne. Donc il faut absolument mettre fin à ces guerres-là et c'est le but de la mise en commun de ces ressources et de la création de cette communauté européenne du charbon et de l'acier. Mais là on pourrait se dire quid du Royaume-Uni? Parce que si on se souvient bien, tout ça a commencé avec un discours de Winston Churchill à Zurich. Et pourtant, le Royaume-Uni ne fait pas partie de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Pourquoi? Eh bien parce qu'en 1950, ce n'est plus Winston Churchill qui est au pouvoir. C'est Clement Attlee. Et Clement Attlee, il a une vision un peu différente de tout ça. Pour lui, la création de cette communauté européenne du charbon et de l'acier, elle présente plusieurs désavantages, plusieurs gros défauts et problèmes pour le Royaume-Uni. Déjà, il y a la création de cette haute autorité qui est au-dessus des nations. Une autorité supranationale qui doit assurer la coopération entre les deux pays, mais qui peut aussi imposer différentes décisions aux deux pays dans leur gestion des ressources en charbon et en acier. Et ça, c'est quelque chose qui est impossible pour les Anglais. Le Royaume-Uni refuse toute forme de supranationalité, toute forme d'institution qui soit au-dessus des États. Et ça, c'était déjà ce qu'on pouvait trouver à la base dans le discours de Churchill, qui parlait d'une fédération d'États qui soient alliés les uns aux autres, mais sans forcément qu'il y ait une autorité supérieure à ces États. Donc ça, c'est déjà un premier point de difficulté pour les Anglais. Deuxième point, eh bien, c'est que le Royaume-Uni n'est pas tout seul sur le plan économique. Il fait partie, et il est même le cœur de ce qu'on appelle le Commonwealth, cette alliance de pays sur le plan économique entre le Royaume-Uni et les anciens membres, les anciennes colonies de l'Empire britannique, que sont par exemple le Canada, l'Australie ou l'Union indienne.
Donc le Royaume-Uni est déjà engagé dans une union économique et qui est celle-ci planétaire et d'une importance beaucoup plus grande que ne peut l'être une simple union entre la France et l'Allemagne à leurs yeux. Donc ces deux raisons-là, elles vont faire que le Royaume-Uni va refuser d'entrer dans la CK au début. Alors, autre point que je voulais aborder ici avec vous, et on en terminera avec ça sur les débuts de ce projet européen, c'est le rôle des États-Unis. Parce que là, il y a beaucoup de théories du complot autour du rôle des Américains dans la création de l'Union européenne. Alors déjà, je reviens rapidement sur ce que c'est qu'une théorie du complot, elle porte bien son nom, c'est on va avoir un fait, ici la création de l'Union européenne, et on va s'imaginer qu'il y a forcément un complot derrière cette création, un complot derrière ce fait, pour cacher la vérité aux gens, pour cacher au peuple ce qui se passe réellement. Et là, le complot, la théorie du complot qui vise la création de l'Union européenne, c'est qu'elle serait une création de la CIA, la Central Intelligence Agency, qui est le cœur des services secrets américains, qui aurait poussé à la création de cette Union européenne pour avoir un allié solide en Europe pour contrer l'Union soviétique. Alors ça n'est pas entièrement vrai. Et je dis bien pas entièrement. Parce que les États-Unis vont bien sûr soutenir activement ce projet européen, ce projet d'Union européenne. C'est dans leur intérêt, très largement, d'avoir une union de pays d'Europe de l'Ouest qui renforce le développement de ces pays et leur permet plus d'indépendance et plus de solidité face à l'Union soviétique qui s'étend à partir de l'Est du continent. Donc ils vont soutenir activement le projet européen. Ils vont financer en partie d'ailleurs beaucoup de ces institutions européennes au départ, en partie. Mais ils n'en sont pas à l'origine. Là où on trouve l'origine un petit peu de ces discussions, avant même le discours de Winston Churchill, c'est aux États-Unis, mais pas sous la houlette du gouvernement américain. Vous avez plusieurs des personnalités qui font partie des pères fondateurs de l'Europe, qui étaient aux États-Unis pendant la guerre, qui avaient fui là-bas, fui les combats contre l'Allemagne nazie, et qui se sont retrouvés en Amérique. Et je pense ici notamment à Jean Monnet, Robert Schuman, même qui y fera un séjour, ou encore Paul-Henri Spaak. Donc on voit que le rôle des États-Unis, il n'est pas mineur, il est important, mais ce n'est pas le gouvernement américain et la CIA, on n'a pas d'histoire d'espion qui ait cherché à créer cette Union européenne. C'est bien une création des Européens au départ. Alors on va passer maintenant faire un petit bond dans le temps pour terminer cette vidéo, pour se retrouver en 1957, lors de la signature du fameux traité de Rome, qui va être le vrai acte de naissance de ce qu'on va appeler d'abord la Communauté économique européenne, puis l'Union européenne. Ce traité, il va être au départ signé par 6 pays. Nous avons donc l'Italie, la République française, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Ce sont les 6 pays fondateurs de la Communauté économique européenne en 1957. Alors dans la prochaine vidéo, nous aborderons comment cette communauté économique européenne s'est élargie. On parlera aussi des relations toujours avec le Royaume-Uni, parce qu'elles sont particulièrement complexes. On le voit encore aujourd'hui, le Royaume-Uni vient de quitter l'Union européenne en janvier 2020. Et on abordera les difficultés que rencontre l'Union européenne aujourd'hui. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.